Salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui, vous voyez que je suis plutôt bien accompagné. On va monter ensemble mon futur PC, celui que j'utilise finalement tous les jours, que ce soit pour travailler, pour jouer, pour faire des tests, pour développer des systèmes pour mes clients. Tout ça, je le fais sur un Hackintosh depuis des années. Pourquoi un Hackintosh? Puisque ça me permet d'avoir mon ordinateur sur Windows 11, mais également sur macOS. Et du coup, ça me permet d'utiliser les logiciels qui sont propres macOS ou les logiciels qui sont propres Windows 11. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur les détails sur ce qu'est un Hackintosh puisque je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le Hackintosh. Néanmoins, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est on va monter ensemble ma machine. Et ensuite, je vais installer Windows 11 dessus. Et depuis Windows 11, on va créer notre clé USB bootable qui va nous permettre de booter sur macOS et d'installer macOS. On va faire tout ça dans cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, vous découvrirez comment j'installe macOS, comment je configure justement cette machine et comment j'installe ce qu'on appelle les KEXT, donc des sortes de drivers, comment je configure tout ça aux petits oignons pour que ma machine, qui n'est pas censée être compatible avec le système d'exploitation d'Apple, puisse cette fois être 100% compatible ou presque avec le dernier macOS. Et donc maintenant, on va monter tout ça dans ce super boîtier et je ferai quelques petites apartés pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi tel ou tel composant, d'autant plus que pour un Hackintosh, il ne faut pas choisir n'importe quoi en termes de composants. Et donc pour débuter ce montage, je suis parti sur une Asus Prime Z590P. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques années, j'étais déjà sur une Asus Prime Z390. Elle fonctionne encore et elle fonctionne très bien, donc j'ai voulu continuer sur une valeur sûre. Et donc qui dit Z590 dit forcément une montée en gamme en termes de processeur, puisque je suis parti ici sur un processeur de 11e génération chez Intel. On y reviendra un petit peu après. Et surtout montée en gamme aussi au niveau des connectiques. Ici en port Ethernet, on n'a plus qu'un seul port, mais on a un port 2,5 gigabits par seconde. On a également de l'USB type C 3.2 à l'arrière qui pourra prendre en charge jusqu'à 20 gigabits par seconde. Et en termes de stockage, vous allez pouvoir profiter des 4 ports SATA 3 pour y attacher vos disques durs, vos SSD. Ou alors vous pourrez profiter des 3 emplacements M2 qui vous permettront de mettre par exemple vos NVMe. Et si, comme moi, vous avez un processeur Intel de 11e génération, vous allez pouvoir profiter des emplacements NVMe en PCI Express 4.0. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Le PCI Express 4.0, s'il est utilisé avec un NVMe compatible, vous allez pouvoir obtenir des vitesses folles. Pour un ordre d'idée, on est sur des vitesses à 12 fois supérieures à un SSD classique. Et cette carte mère accepte jusqu'à 128 Go de mémoire sur ces 4 slots. Donc personnellement, je ne vais pas aller jusque là, mais en tout cas, ça me permettra de faire évoluer ma machine en fonction de mes besoins. Alors on parlait tout à l'heure du CPU, moi je suis plutôt team Intel, même si il y a maintenant la possibilité de faire des Hackintosh qui vont permettre de faire un Hackintosh basé sur une architecture AMD. Dans mon cas, je suis parti sur un Intel de 11e génération, un i7, puisque j'ai l'habitude de faire notamment de la virtualisation et donc 11e génération pour pouvoir profiter du PCI 4.0, notamment sur l'un des NVMe. Et pour la mémoire vive, je suis parti sur 2 barrettes de 16 Go chacune, cadencées à 3200 MHz de la marque Corsair, les Vengeance Pro RGB. Pourquoi RGB? Tout simplement pour mon côté Jackie Tuning. Et donc pour la partie stockage, j'ai choisi un NVMe de chez Crucial, donc un P5+, qui lui est compatible PCI 4.0, qui va me permettre de profiter de toute la puissance de cette carte mère et de ce processeur. Et donc on va installer ce premier NVMe sur le slot le plus en haut qui est compatible PCI 4.0. On va bien penser à enlever l'étiquette de notre stockage pour pouvoir y mettre justement le radiateur fourni avec la carte mère. On sait que le NVMe ça chauffe beaucoup, notamment quand on fait des transferts prolongés. Donc c'est une très bonne chose de pouvoir avoir justement un radiateur comme ça sur le slot NVMe.
Ensuite, en deuxième NVMe, donc celui-là, je l'utiliserai notamment pour installer macOS dessus. Eh bien, je suis parti sur du standard, hein, quelque chose que j'avais l'habitude d'installer ailleurs. C'est du Samsung 970 Evo Plus, qui est un plutôt bon rapport qualité-prix. Donc maintenant qu'on a mis quasiment tout sur notre carte mère, eh bien on va parler un petit peu du boîtier. Alors c'est entre autres pour ça que j'adore monter mes propres machines, c'est qu'il y a des boîtiers vraiment extraordinaires. Et là, le boîtier de Be Quiet, le Silent Base 802 en fait partie. Clairement, c'est vraiment du bonheur de monter une machine avec ce type de boîtier. Vous allez pouvoir faire du cable management et n'avoir quasiment aucun câble qui dépasse, puisque le boîtier est vraiment prévu pour ça. Et puis surtout, il va vous permettre de profiter d'un silence à toute épreuve, ou alors encore en fonction de vos besoins, d'avoir un bon gros airflow qui vous permet d'avoir une configuration qui est très bien refroidie. Pourquoi je dis qu'il est possible d'avoir les deux? Eh bien puisque vous avez deux façades, l'une qui est un peu plus silencieuse et une autre qui est un peu plus aérée. Et vous aurez la même chose sur le dessus de votre tour. Vous aurez la possibilité d'avoir du silence ou alors du bon gros airflow. Et en termes de connectique, ce boîtier est plutôt bien fourni puisqu'on va avoir en façade un bouton de gestion des ventilateurs pour baisser ou augmenter la vitesse des ventilateurs ou le laisser tout simplement en automatique. On va également avoir de l'audio in-out et on va avoir deux ports USB 3 ainsi que de l'USB-C. Et ce boîtier est bien évidemment livré avec déjà des ventilateurs pour bien refroidir tout ça. Et bien évidemment, on se retrouve avec des ventilateurs Be Quiet Pure Wings 2. Et pour refroidir toute cette petite config et surtout notre processeur, je suis parti sur un Pure Loop de chez Be Quiet. Donc je reviens sur du water cooling, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc un water cooling all-in-one qui vous permettra donc un refroidissement sans défaut de votre CPU. Il est équipé d'un long radiateur et de 3 ventilateurs de 120 mm. Donc ça vous permettra d'avoir un très bon refroidissement et en plus le tout sera silencieux. Et pour l'installation, rien de bien compliqué, hein, et d'autant plus qu'on a un boîtier vraiment extraordinaire qui va nous faciliter un petit peu la tâche, puisque on va pouvoir retirer une des parties du boîtier qui est en haut, sur lequel on va pouvoir visser le radiateur et les 3 ventilateurs, et ça va nous permettre après de pouvoir glisser ça très facilement. Mais avant de l'installer, on va bien évidemment mettre le kit de visserie Intel qui va nous permettre de pouvoir mettre le water block directement sur notre processeur. On va pouvoir installer gentiment maintenant notre carte mère dans le boîtier. On va mettre un petit peu de pâte thermique sur notre processeur. On va pouvoir ensuite glisser notre Pure Loop de chez Be Quiet, notre système de water cooling. Avant, bien évidemment, il va falloir retirer la petite étiquette du water block et on va pouvoir mettre ça super simplement sur notre processeur. Et voilà, on y est presque. J'adore ce boîtier, j'adore l'aspect épuré. On va pouvoir y mettre l'alimentation qui va nous permettre de connecter notre carte mère, mais également les SSD, les disques durs si on en a, et surtout notre carte graphique. Et pour l'alimentation, je suis resté sur du Be Quiet afin de rester cohérent, même si le boîtier Silent Base 802 permet de cacher complètement l'alimentation, et ça c'est super bien fait. Une installation vraiment très très simple également. Je suis parti donc sur une alimentation modulaire afin d'avoir le moins de câbles possible en fonction des besoins et de ce que je vais utiliser. Et en termes de puissance, je suis parti sur quelque chose de relativement standard, du 800 watts. Alors ça peut être un peu overkill par rapport à la configuration que j'ai actuellement, mais je suis pas à l'abri de rajouter des cartes, des disques durs supplémentaires, etc. sur cette configuration. Donc la Straight Power 11 de chez Be Quiet va largement faire l'affaire. Donc vous voyez, une fois que l'alimentation est installée, on a la possibilité de la cacher complètement avec tous ces petits supports et de ne plus voir du tout l'alimentation. Alors là, je vais vraiment tout enlever pour pouvoir justement m'occuper du câblage, et puis ensuite on installera la carte graphique. Et donc maintenant on va passer tous les petits câbles qui vont permettre de connecter notre front panel à notre carte mère, donc les USB de façade, l'USB-C, mais également toutes les LED et les boutons Power Reset. Et on va également passer les câbles de l'alimentation pour justement alimenter notre carte mère. Et donc ce qui est pratique sur ce boîtier, c'est que vous le voyez ici,
eh bien il n'y a pas un seul câble qui dépasse et qui fait tâche, puisque on peut tout passer sur l'arrière du boîtier. Il y a vraiment largement de la place. Pour le choix de la carte graphique, eh bien c'était pas forcément simple. En effet, la pénurie n'a pas forcément aidé pour ne pas exploser le budget. Donc je suis parti sur une Asus 5600 XT. C'est pas la dernière carte du moment, mais ce sera largement suffisant pour mon besoin, d'autant plus que je suis pas un gros joueur. Donc ça me permettra sans problème de profiter de quelques soirées, que ce soit sur Apex, Sea of Thieves ou encore Counter-Strike, sans aucun freeze ou lag. Et ça me permettra également de monter mes vidéos sur Final Cut quand je serai sur macOS. Tout ça sans aucun souci. Donc une fois qu'on a monté notre carte graphique, on n'oublie pas de la connecter à l'alimentation. Et donc voilà, on est à peu près bon. Vous voyez que c'est pas bien compliqué de monter un PC pour ceux qui ne l'ont jamais fait. On va pouvoir fermer le boîtier à l'arrière. Donc à l'arrière, bien évidemment, il y a des câbles d'un peu partout. C'est pas forcément le plus propre, mais on va pouvoir cacher ça facilement en fermant le boîtier. On va également pouvoir fermer le boîtier au niveau porte vitrée et enlever ce plastique qui me démangeait depuis tout à l'heure. Voilà, le montage est terminé, je trouve que c'est plutôt sobre et c'est tout ce que j'aime. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est installer Windows. Je ne vais pas forcément vous expliquer comment installer Windows, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Et depuis Windows, on va pouvoir créer ma clé USB bootable pour pouvoir installer macOS. Et donc une fois qu'on a terminé de monter notre machine et de l'installer sur notre bureau, on va la démarrer et vous devriez tomber sur un message comme le mien qui dit que vous avez installé un nouveau CPU et donc vous n'avez plus qu'à aller dans le BIOS ou dans l'UEFI pour pouvoir vérifier que tout est correctement installé. Donc dans notre UEFI, on va pouvoir vérifier pas mal de choses. On va vérifier la température, on voit que là elle est très correcte. Bien évidemment, il n'y a pas le système d'exploitation qui tourne encore, donc c'est normal, mais on voit que la pompe fait son job. On voit qu'elle est reconnue ici, le Water Cooling All-in-One. On voit également la vitesse des ventilateurs. Et on va pouvoir retrouver pas mal d'informations sur le matériel qu'on a installé. On voit qu'on a bien notre processeur Intel de 11e génération qui est reconnu, un i7 11700K cadencé à 3,6 GHz, donc ça c'est tout bon. En termes de mémoire, on a 32 Go de RAM, donc on voit bien qu'on a deux barrettes de 16. On voit cependant qu'elles sont cadencées à 2133 MHz alors qu'elles sont vendues comme pouvant aller jusqu'à 3200. Donc pour ça, on va tout simplement activer le profil XMP, ce qui va nous permettre d'utiliser le plein potentiel de notre mémoire vive. On voit ici qu'on a également notre stockage qui est pris en charge, donc les deux NVMe que j'ai installés sur la carte mère, le Crucial qui est en 4.0, en PCI Express 4.0 et le Samsung qui est lui en 3.0. Cette UEFI Asus est vraiment bien fait, c'est vraiment très similaire à ce que j'avais dans ma Z390, mon ancienne carte mère. Vous allez pouvoir le mettre en français si vous le souhaitez, néanmoins moi je préfère le garder en anglais et vous avez toujours la fonctionnalité recherche qui est très pratique et qui vous permet de rechercher une fonctionnalité que vous avez du mal à trouver. Pourquoi vous auriez du mal à trouver? Puisque quand on va ici dans le mode avancé, vous allez avoir énormément de fonctionnalités, de choses que vous allez pouvoir activer, désactiver. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité de recherche. Nous, puisque pour le moment on va installer Windows 11 sur cette machine, on va juste activer le TPM, le firmware TPM, histoire de sécuriser tout ça et d'avoir les prérequis de Windows 11 pour cette machine. Ensuite, on va installer Windows 11 et on verra ensemble comment créer notre clé USB bootable pour pouvoir finalement installer un double boot sur macOS. Et donc pour activer le firmware TPM, on va tout simplement dans PCH firmware, ici configuration, et ici dans TPM device sélection, on va sélectionner Enable Firmware TPM. Et on a un petit avertissement qui concerne notamment BitLocker si vous chiffrez votre machine. Ensuite, on va configurer l'ordinateur de façon à ce qu'il ne boot jamais sur la carte graphique interne à la carte mère, donc la carte graphique du CPU, appelée aussi l'IGPU. Et donc on va aller dans Système Agent, ici on va dans Graphic Configuration et ici en Primary Display on va mettre que ce sera toujours en PCI
Express ici. Et pour terminer ici, on va aller dans CPU configuration et on va aller activer l'Intel VMX qui va permettre notamment de faire de la virtualisation. Et pour moi, c'est très important puisque j'utilise énormément VMware pour virtualiser des machines, quelles qu'elles soient, que ce soit du Linux, du Windows ou même du macOS. Donc, c'est très important qu'elle soit activée. Voilà, maintenant, on va sauvegarder tout ça. On reviendra un peu plus tard dans l'UEFI, notamment dans la prochaine vidéo, puisque lorsqu'il va falloir installer macOS, il y aura quelques petits paramètres à pousser dans le BIOS. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, on va sortir, on va sauvegarder nos changements et redémarrer. Donc on voit tous les changements, toutes les configurations qui ont été poussées, donc notamment dû au profil XMP. On voit également la virtualisation, la carte graphique qui est mise en primary display et puis le TPM qui est passé en enable firmware TPM. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une clé USB bootable. Je vous conseille comme d'habitude les SanDisk Extreme. Donc là je passe sur une SanDisk Extreme en 3.1, ce qui va me permettre d'installer extrêmement rapidement Windows 11, d'autant plus que j'ai installé un NVMe en PCI Express 4.0, donc normalement en quelques minutes ça devrait être installé. Je ne vais pas vous montrer et vous détailler tout ça puisque je l'ai déjà fait dans de précédentes vidéos. Je vous ai montré comment comment créer une clé USB bootable. Je vous ai montré déjà comment installer Windows 11. Donc moi je vais installer tout ça, je vais installer les drivers et on se retrouve une fois que le Windows est prêt pour que je puisse justement vous montrer comment créer votre clé USB bootable pour macOS. A few moments later. Et donc ça y est, on est sur Windows 11, donc ça a été plutôt facile d'installer Windows 11, facile et rapide, ce qui ne sera clairement pas le cas de macOS. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, n'hésitez pas plutôt à acheter un Mac, surtout avec les nouvelles puces, ça fonctionne très bien. Alors certes, c'est un peu cher, mais autant il y a quelques années, avoir un Hackintosh, ça avait énormément d'intérêt, notamment le point de vue financier. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas puisque Apple fait des puces extrêmement puissantes et à des prix relativement raisonnables. Mais en tout cas, si comme moi vous aimez bidouiller, vous voulez transformer votre machine en Hackintosh et donc installer Mac sur votre ordinateur, vous êtes au bon endroit. Ici, je vais vous montrer comment installer macOS pour ma machine. Bien évidemment, si vous avez une machine différente, il y a de grandes chances qu'il y ait quelques détails à modifier. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à utiliser le guide que je vous mets en description. C'est le guide sur lequel je me suis appuyé, donc le guide d'Ortania qui est sur GitHub et qui est une mine d'or, une mine d'informations concernant le Hackintosh. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et de toute façon, si vous voulez créer un Hackintosh et que vous n'avez jamais fait ça, forcément vous allez tomber sur ce site et vous allez devoir potasser un petit peu, puisque ici je vais vous montrer la méthode que j'utilise, mais encore une fois ça risque d'être différent sur votre machine. Cependant, si vous avez exactement la même configuration que moi ou que vous avez décidé d'acheter la configuration que je vous mets en description, vous pourrez tout à fait utiliser tout ce que je vous donne en description pour créer votre propre clé USB et vous devriez avoir un Hackintosh fonctionnel. Donc il y a pas mal de prérequis, notamment être très persévérant, puisque un Hackintosh ça ne se monte pas en une demi-heure, ça peut être très long. Celui-ci par exemple, j'ai fait des heures de test pour trouver la bonne configuration et pour vous partager ça. Il vous faudra également une clé USB de 16 Go sur laquelle vous allez mettre le système d'exploitation macOS pour pouvoir l'installer sur votre NVMe, sur votre SSD par exemple. Vous allez devoir bien connaître votre matériel puisque c'est essentiel pour trouver les bons kexts, les bons drivers. Et ensuite, il va y avoir plein d'outils que je vais vous présenter dans cette vidéo et qu'il faudra télécharger pour pouvoir les utiliser. Et donc pour tous ces outils, bien évidemment, je mettrai les liens en description. Je mettrai également un guide que j'ai écrit sur le site tech2tech.fr, donc n'hésitez pas à aller le voir. Des fois, c'est peut-être un peu plus simple que la vidéo. Et le premier outil à télécharger, ça va être OpenCore. OpenCore, c'est quoi? C'est le bootloader, c'est ce qui va nous permettre de démarrer sur macOS. Et oui, puisque les vrais Mac, eux, ont un firmware personnalisé qui leur permettent de démarrer sur macOS. Nous ici, c'est pas le cas. Donc on va devoir émuler tout ça et c'est OpenCore qui va nous permettre de faire ça. Dans la dernière vidéo que j'avais fait il y a 2-3 ans, j'utilisais Clover. Et bien ici, cette fois, on passe sur OpenCore.
Et donc ici, on va sur le GitHub d'OpenCore. Je vais prendre la dernière version, la 7.9. Attention, puisqu'il y a des mises à jour assez régulières d'OpenCore, mais souvent, ça change pas mal de choses. Donc attention, ce que je vais dire ici, peut-être que ce ne sera pas le cas dans une version future d'OpenCore. Donc soyez-en avertis. Maintenant, donc, on va télécharger la version ici, Release. On va afficher le dossier et on va dézipper tout ça. Et donc OpenCore, lui, on va devoir le copier après sur une partition EFI, une partition spécifique. Et donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est que ici, pour que ce soit plus simple, on va sur mon bureau, eh bien, récupérer dans x64 ici le dossier EFI. Hop, on le copie sur le bureau. Et maintenant, c'est dans ce dossier qu'on va essentiellement travailler. Alors, une fois qu'il aura terminé de copier les éléments, ici dans EFI OpenCore, on va récupérer donc le fichier config.plist qui est dans doc. Ici, on prend le sample.plist, on le met donc à la racine de notre dossier OpenCore et ici, on l'appelle config. C'est lui qui va être lu dès qu'on va booter sur OpenCore, donc sur notre partition EFI, et donc qu'on va vouloir booter sur macOS. Et donc c'est ce fichier qui va rassembler énormément d'éléments et qui va permettre eh bien, de dire où trouver les kexts, où trouver les tables ACPI, etc. Donc maintenant ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va faire un peu de ménage puisque par défaut, il y a pas mal de choses sur OpenCore que moi, j'utilise pas, notamment ici les outils, j'en aurai pas besoin. Donc pour éviter d'alourdir tout ça, eh bien, je vais supprimer tout ça. Ressources, j'en ai pas besoin pour le moment. On verra dans la vidéo future que on pourra l'utiliser, notamment eh bien, pour faire un design un peu sympa à notre OpenCore. Ici dans Kext, donc vous voyez que pour le moment il n'y a rien, on va aller le peupler tout à l'heure. Et dans Driver ici, c'est pareil, il y a un peu trop de trucs, on supprimera tout ça tout à l'heure. Et dans ACPI, pour le moment, c'est vide. Donc là, on va peupler tout ça, mais pour ça, il va nous falloir de nouveaux outils. Et donc on va commencer avec le premier dossier qui est assez important, qu'on voit ici, qui est le dossier ACPI. Windows et Linux ont une prise en charge complète de l'ACPI, ce qui permet de faire fonctionner eh bien complètement votre ordinateur. Ce n'est pas le cas avec macOS, il n'a pas une prise en charge complète, puisqu'il est destiné à fonctionner seulement sur du matériel Apple. Et donc ici, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va créer des fichiers SSDT qui vont permettre eh bien, de recréer un petit peu cette table ACPI et de dire au système d'exploitation, à macOS, eh bien, de comment interagir avec votre carte mère, comment réveiller l'ordinateur, comment le mettre en veille, etc. Et donc pour ça, on va utiliser SSDT Time. SSDT Time est un outil qui va nous permettre de facilement créer nos SSDT. Donc pour ça, on va sur le GitHub que je vous aurais mis en description, on récupère le zip et justement, on dézip tout ça. Donc tout simplement, on va dans le dossier SSDT Time et on lance ici SSDT Time. Et donc la première chose à faire pour pouvoir créer nos fichiers SSDT, ça va être de faire un dump de notre DSDT. Donc on va appuyer sur le chiffre 8. Ici, ça va nous créer un dump qu'on pourra retrouver ici dans Result. On voit ici notre dump DSDT. Donc maintenant, on va lui donner le dump qu'on vient de faire en appuyant sur D. Et tout simplement, on va aller chercher notre dump ici dans Result et on le glisse. Et vous voyez que ça nous donne le chemin directement. On appuie sur Entrée pour valider et on voit maintenant qu'on a bien notre DSDT qui est ici. Et donc maintenant qu'on lui a donné notre dump, on va pouvoir créer nos fichiers SSDT. Alors ici d'expérience, je sais que je n'ai pas besoin de tous les SSDT, donc je vais prendre seulement ce qui m'intéresse. Donc le fake EC, donc pour Embedded Controller. Donc on appuie sur le chiffre 2. On appuie sur Entrée et vous voyez qu'automatiquement, eh bien, ça va patcher le fichier SSDT et ça va nous le mettre dans le dossier Result. On va également récupérer le plugin type avec le 4. On va ensuite passer sur l'AWAC, le 6. Et on termine avec le USB Reset. Ce
qui va nous permettre après, dans la prochaine vidéo notamment, eh bien, de pouvoir mapper correctement tous les ports USB, puisque quand vous montez un Hackintosh, parfois tous les ports ne fonctionnent pas, des fois ils ne fonctionnent pas en 3.0, etc. Eh bien tout ça on le verra dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tout ça et surtout à activer la cloche des notifications. Et donc maintenant qu'on a créé tout ça, on va dans le dossier Result et on va récupérer seulement ce qui nous intéresse et au format AML. Donc on a créé le SSDT AWAC, embedded controller, plugin et USB reset. On prend seulement ça et ce qu'on va faire, eh bien, c'est que sur notre bureau, là où on a le FI et on a OpenCore, on va copier ça dans la CPI. Donc maintenant qu'on a géré la CPI, on va passer sur Driver. Donc pour ça, j'ai pas besoin de tout comme je vous l'avais dit. Donc on va tout sélectionner et on va garder seulement OpenCanopy, OpenHFS+, et Open Runtime. Le reste, personnellement, j'en ai pas besoin. En général, je fais mes Hackintosh sans ça. Mais encore une fois, ça dépend de la machine que vous allez avoir et des besoins que vous allez avoir. Ici, je vous montre vraiment juste pour ma configuration. Et donc maintenant, on va passer aux Kext. Les Kext, c'est en gros les drivers de votre macOS, mais pas que. Et donc pour trouver ces Kext, eh bien, je vous mets un lien en description avec une bonne partie des Kext. Et pour bien choisir vos Kext, il faut connaître correctement votre configuration. Il faut connaître la carte audio qui est utilisée, la carte intégrée. Il faut connaître la carte réseau. Il y a plein de petites choses à connaître. Et puis il y a des Kext qu'il va falloir utiliser, quelle que soit votre configuration, notamment pour la partie graphique. Et ça, vous pouvez pas le deviner, mais par contre, tout est décrit encore une fois dans le guide dont je vous ai parlé et que je vous mettrai en description, le guide d'Ortania. Et donc vous verrez que sur le GitHub, eh ben, vous avez énormément de Kext et donc vous pourrez télécharger tout ça depuis le GitHub. Donc une fois que vous avez téléchargé tous vos Kext, eh bien, vous allez directement dans OpenCore Kext et puis vous les copiez. Donc vous voyez que moi j'en ai quand même pas mal et ça, eh bien, je ne l'ai pas forcément deviné comme ça. Il y a effectivement certains Kext qui sont là eh bien, pour ma carte Ethernet, pour mon audio, mais il y a certains Kext également qui vont éviter d'avoir des problèmes avec le CPU, etc. Et donc ça, c'est en faisant des recherches sur des configs similaires ou en faisant énormément de tests, en testant plein de Kext en fonction de notre config, qu'on va pouvoir savoir les Kext à utiliser. Donc moi, je me suis appuyé sur quelqu'un qui avait fait le même type de configuration et qui m'a dit que ça fonctionnait correctement avec ces Kext là. Et donc, je les ai téléchargés sur le site que je vous ai mis en description, le GitHub. Et puis, j'ai copié tout ça donc dans Kext. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, eh bien, il va falloir dire au fichier config.plist eh bien, d'utiliser les Kext qu'on a mis ici, les SSDT qu'on a mis ici également et les drivers. Donc pour ça, eh bien, on peut soit se casser la tête et l'éditer au Notepad et faire ça à la main, mais c'est clairement pas la méthode que je vous conseille. Sinon, vous utilisez un petit outil, encore une fois, que vous allez pouvoir télécharger et que vous trouverez dans la description. Et donc cet outil, c'est Propertree. Vous allez pouvoir le télécharger comme d'habitude en cliquant sur Code et Download Zip. Et ici, on va pouvoir eh bien, le dézipper comme tout à l'heure. Ensuite, on lance directement le fichier propertree.bat et ça va nous permettre, vous voyez ici, de pouvoir ouvrir notre fichier, en l'occurrence, qui est sur le bureau, notre fichier OpenCore, donc config.plist. Et ce sera quand même bien plus lisible, notamment ici, vous voyez, si on fait clic droit, hop, collapse, Children, ça va fermer tout le monde. Et ici, on va avoir par section eh bien, tout ce qui concerne la CPI, tout ce qui concerne le kernel, tout ce qui concerne la NVRAM et encore plateforme info qui vont nous être très utiles, vous allez le voir. Et donc, plutôt que d'ajouter à la main, vous voyez que là, étant donné que j'étais parti du sample, d'ailleurs, on a des petits warnings qu'on peut supprimer. Hop, on va supprimer tout ça. Et puis, vous voyez qu'il est déjà peuplé. Vous voyez qu'il y a plein de fichiers qui sont peuplés. Eh bien, tout ça, on n'en a pas besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire directement de peupler notre fichier config.plist avec les informations qu'on lui a mis, c'est-à-dire les Kext, mais également les fichiers SSDT. Et pour ça, on fait juste fichier, OpenCore Snapshot. Il va nous demander où est le dossier OpenCore. Donc moi, en l'occurrence, il est dans Desktop EFI
OC, donc Open Core, on fait Select Folder. Et là, automatiquement, vous voyez que c'est passé à beaucoup, enfin que tout à l'heure, je crois qu'il y avait 12 children, donc 12 lignes. Et bien ici, on n'est plus qu'à 4 puisque j'ai mis effectivement que 4 fichiers SSDT. Donc, il a directement mis nos fichiers SSDT. Donc, on pourrait très bien vérifier. On va vérifier également dans kernel, eh bien, qu'on a bien nos kexts. Et donc, c'est bien le cas. C'est bien les kexts que j'ai utilisés. Et donc, là, on est déjà pas trop mal, mais c'est pas terminé. Et on va profiter d'être dans la configuration du config.plist pour ajouter pas mal de petits trucs. Alors, j'étais parti pour vous décrire toutes les lignes que j'allais mettre dans le config.plist, mais clairement, ça va mettre énormément de temps. Donc, je vais vous parler surtout de ce qui est très important. Après, n'hésitez pas de toute façon à vous baser sur le guide d'Ortania. C'est moi, en tout cas, là-dessus que je me suis basé. Et donc, vous retrouverez tout ce que je fais dedans. Mais en l'occurrence, une des choses importantes ici, c'est que moi j'utilise un CPU de 11e génération. Or, Apple n'a jamais sorti de Mac avec un CPU Intel 11e génération. Et du coup, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va émuler l'ancien CPU qui fonctionnait très bien sur Mac pour pouvoir lui faire croire eh bien, qu'on a ce CPU et ainsi eh bien, éviter d'avoir un kernel panique, un écran bleu pour les aficionados de Microsoft. Donc on va aller dans ici kernel et on va aller dans emulate et ici vous voyez il y a CPU ID data et CPU ID mask. Et bien ici on va mettre, alors pareil, je ne l'ai pas inventé, on va mettre le CPU ID data et mask de l'ancienne génération d'Intel, des anciens CPU. Donc ici, on vient mettre le data et ici, on va mettre le mask. Et donc comme ça va nous permettre d'émuler eh bien, un processeur Comet Lake, donc de 10e génération. Maintenant, on va lui ajouter les arguments de boot afin eh bien, justement de passer en mode verbose notamment, c'est-à-dire de voir tout ce qui se passe et notamment eh bien, de voir s'il y a une erreur, eh bien, ça nous permettra de lire ce qui se passe et du coup de faire plus facilement des recherches. Pour ça, ça se passe dans la partie NVRAM. Et on va aller ici dans Add et dans la troisième ligne, ici, on a bootarg. Donc vous voyez ici par défaut, il est déjà en "-v". Eh bien, hop, on va ici mettre tous les arguments que j'ai l'habitude de mettre. Donc "-v" pour le verbose. Et surtout ici, ce qui va nous intéresser, c'est le AGDP mode Piquera qui va nous permettre eh bien, de faire fonctionner notre carte graphique. Sans ça, eh bien, vous allez rester sur un écran noir. Donc, c'est bien embêtant. Ici, maintenant, dans la partie keyboard, eh bien, on va mettre notre langue française, ce qui va nous permettre eh bien, de lancer l'installation directement en français. Pour ça, on se met en string ici et FR 2.0. Et on a ici la partie plateforme info qui est très importante puisque c'est ce qui permet également de vous faire reconnaître comme étant un vrai Mac auprès d'Apple. Pourquoi? Puisque dans cette partie, vous allez retrouver notamment la notion de numéro de série, d'ID du BIOS, etc. Et ça, bah, pareil, on ne peut pas l'inventer. Donc, je vais vous montrer un petit outil qui va vous permettre de générer automatiquement un numéro de série de chez Apple. Mais avant ça, on va sauvegarder notre fichier config.plist et on va fermer Property. Et encore une fois, un outil de plus et c'est pas fini puisque on va devoir générer donc le SMBIOS et surtout le numéro de série lié au SMBIOS. Donc pour ça, on télécharge comme d'habitude l'outil, on le dézip et on va l'exécuter. Alors ici, on va faire en premier le 1, installer ou mettre à jour le numéro de série Mac. On va ensuite aller chercher notre config.plist, puisque comme ça va nous permettre de populer, encore une fois, automatiquement notre fichier .plist. Lui, cet outil, va générer le numéro de série et va mettre automatiquement le numéro de série dans le fichier plist. Donc on fait le chiffre 2. On va, comme d'hab, hop, ici, aller sélectionner notre fichier de config, hop, ici, config.plist, on le glisse et on appuie sur Entrée. Donc on voit qu'il est bien sélectionné ici, qu'il est bien reconnu comme utilisant OpenCore. Et donc on va générer avec le 3 un SMBIOS. Et donc ici, c'est pas forcément évident, il va falloir sélectionner le SMBIOS à générer. En l'occurrence, moi j'ai fait des tests avec le l'iMac 1.1
qui est celui de 2017, l'iMac Pro. Mais j'ai eu quelques erreurs, donc je suis passé sur un Mac Pro 7.1 qui est celui de 2019 et j'ai eu de meilleurs résultats. Donc là après c'est pareil, il faudra faire des tests en fonction de votre hardware. Ici donc moi je vais sélectionner, comme je viens de le dire ici, Mac Pro 7,1. On appuie sur Entrée et là vous voyez qu'il a généré directement un numéro de série pour la carte mère, un numéro de série global et ensuite un numéro Apple ROM. Et tout ça, il a été le mettre directement, on le voit ici, dans notre fichier config.plist. Et donc si on va vérifier, on verra que ça aura peuplé le fichier config.plist. Ensuite, dans ce fichier config.plist, comme je vous le disais, il y a quelques variables à mettre. En fonction de votre matériel, il y aura aussi des quirks à utiliser. C'est des petites bidouilles, entre guillemets. Par exemple, moi, sur ma carte mère, lorsque j'installe macOS et que je redémarre, eh bien j'ai un message post au niveau du BIOS, une erreur en gros à chaque démarrage. Et donc pour éviter ça, eh bien on va utiliser un quirk. Mais ça, encore une fois, je ne peux pas forcément vous le décrire puisque c'est en fonction de chaque configuration et vous avez une section qui en parle dans le guide que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Et donc une fois que vous avez terminé, votre fichier config.plist, que vous avez terminé finalement votre dossier EFI OpenCore, eh bien ce qu'il va falloir faire, c'est créer votre clé USB avec votre partition macOS, mais surtout également votre partition EFI sur lequel vous allez pouvoir mettre OpenCore. Et pour ça, en fonction de l'OS sur lequel vous êtes, vous avez un guide sur Dortania, encore une fois, qui vous permettra de faire l'installation depuis macOS. C'est ce que j'utilisais avant. Vous allez pouvoir faire également l'installation depuis Windows ou encore depuis Linux. Moi, ce que je vous propose pour que ça aille beaucoup plus vite, que ce soit pour la vidéo ou quand vous aurez besoin de faire l'installation, eh bien, c'est de passer par une image déjà toute faite et de mettre tout ça sur la clé USB. Donc pour ça, je vous mets le lien également en description et vous allez pouvoir télécharger eh bien, la version qui vous intéresse de macOS. Moi, en l'occurrence, je pars sur la version 12.3.1, donc Monterey. Et donc, on va pouvoir télécharger ici un fichier RAW qui est finalement un fichier brut et que vous allez pouvoir ensuite pousser sur votre clé USB. Et donc, une fois téléchargé, voici à quoi ça ressemble. C'est un fichier RAW qui fait à peu près 15 Go et on va pouvoir le pousser sur notre clé USB avec Balena Etcher que je vous ai déjà présenté. Je vous mettrai le lien en description et vous allez pouvoir donc télécharger et installer Balena Etcher sur votre machine. Une fois que vous avez lancé Balena Etcher, vous mettez votre clé USB dans votre ordinateur et vous allez pouvoir donc aller chercher votre fichier RAW ici. Vous sélectionnez en cible eh bien, votre clé USB. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à prendre une clé USB rapide. Ça vous permettra d'avoir moins de galères. Surtout que macOS, quand vous allez essayer de l'installer, vous risquez de devoir réessayer plusieurs fois la réinstallation. Et plus vous aurez une clé USB rapide, eh bien, plus ce sera rapide. On va faire donc sélectionner. Ici, on sélectionne notre clé USB. Et on clique sur Flash. Il nous prévient ici qu'il va reformater notre clé USB. On dit qu'on en est sûr. Et puis, on n'a plus qu'à lancer la procédure. Et donc là, il y en aura pour quelques minutes, le temps qui copie l'information sur la clé USB. Et puis, il y aura un dernier petit truc, c'est qu'évidemment, du coup, sur cette clé USB, il y aura macOS, il y aura la partition EFI. Mais ce qu'il faut qu'on fasse ici, eh bien, c'est qu'on remplace notre dossier EFI par celui qui existe déjà sur cette clé USB. Et pour ça, on va voir juste après comment faire. Donc voilà, notre clé est prête. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que notre dossier EFI qu'on a préparé avec nos SCPI, nos SSDT, nos kext, notre fichier config.plist, eh bien, ce dossier EFI, il va falloir qu'on le mette sur la clé USB. Mais si on regarde dans notre explorateur Windows ici, eh bien, on voit bien que on n'a pas notre clé qui est visible. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que, encore une fois, avec un outil, on va eh bien, changer la lettre de la partition EFI, qui, elle, est une partition FAT, donc on va pouvoir la voir. Et on va pouvoir ensuite eh bien, mettre notre dossier EFI, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple. Donc pour que la partition EFI de notre clé USB soit visible et qu'on puisse la modifier, eh bien moi j'utilise Minitool Partition en version gratuite. On va ici chercher notre clé USB.
On voit ici qu'elle est ici, donc la SanDisk Extreme Pro. On va cliquer sur la partition EFI, clic droit, Change Letter, et ici, on va lui mettre une lettre, par exemple le E. On fait OK, et on va appliquer ce changement. Donc là, il nous dit qui va le faire, on fait OK. Et normalement, maintenant, si je quitte ce programme et que je vais dans mon explorateur, eh bien, en théorie, voilà, on voit bien notre lecteur EFI. Et donc, il suffit juste d'aller dedans. Bah non, en fait, vous voyez qu'on n'a pas les permissions. Et même si ici, on clique sur continuer, on ne peut pas y aller. Donc pour ça, encore une fois, on va utiliser un autre outil qui est Explorer++, qui est un Explorer avancé de Windows et qui permet souvent de contrer ce genre de petits soucis. Donc Explorer++ est une application portable, donc pas besoin d'installation. Vous la téléchargez, je vous mettrai le lien en description. Vous faites ensuite clic droit, ouvrir en tant qu'administrateur. Et donc on a ici notre explorateur et donc on voit maintenant qu'on peut aller sans problème dans notre partition EFI. Et donc on a déjà une partition EFI qui est déjà créée, mais celle-ci elle ne sera pas fonctionnelle puisque si on va dedans, on voit qu'il y a des textes, mais c'est pas forcément les nôtres. C'est pas forcément également notre fichier, enfin c'est sûr même, c'est pas notre fichier config.plist. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer le fichier, le dossier EFI qui existe par défaut et on va aller mettre le nôtre. Donc on copie, on colle et ici maintenant on a notre clé USB bootable macOS qui est terminée. Donc ce qu'on n'a plus qu'à faire, eh bien, c'est de redémarrer l'ordinateur, de sélectionner notre clé USB bootable en tant que boot primaire et du coup de lancer l'installation de macOS et de voir si ça se passe bien. Moi je l'ai déjà fait plusieurs fois donc je sais que ça va bien se passer, mais attention, c'est pas terminé et c'est pour ça que je vous prépare une autre vidéo. C'est que une fois qu'on aura lancé l'installation de macOS, il sera nécessaire de vérifier que le CPU fonctionne correctement, ce n'est pas toujours le cas. Il sera nécessaire de mapper les ports USB. Il sera nécessaire de tester le son, puisqu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas fonctionnel. Et donc tout ça, eh bien, je vais vous expliquer tout ça la semaine prochaine, si j'arrive à monter la vidéo à temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous êtes intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!